La pluie battait avec une régularité hypnotique contre les vitres à petits carreaux de l'atelier de reliure. C'était une de ces soirées d'automne où le monde extérieur semble s'effacer, laissant place à une intimité feutrée, presque secrète. À l'intérieur, l'air était saturé de l'odeur réconfortante du papier ancien, de la colle chaude et du cuir patiné. Élodie était penchée sur son établi, la nuque courbée, ses doigts fins et habiles caressant la couverture d'une édition usée par le temps. Elle travaillait avec une concentration presque religieuse, cherchant dans la restauration de ces vies de papier une forme d'apaisement pour la sienne. À quelques pas d'elle, assis en tailleur sur le vieux tapis persan aux couleurs fanées, se trouvait Léo. À 7 ans, il possédait déjà une sagesse silencieuse qui serrait souvent le cœur de sa mère. Il avait hérité des grands yeux sombres d'Élodie, mais la forme de son visage, la courbe volontaire de son menton, appartenaient à un fantôme qu'elle s'efforçait de garder enfermé dans les tréfonds de sa mémoire. Léo fouillait avec une curiosité délicate dans une malle en osier qu'Élodie avait imprudemment laissée entr'ouverte après avoir cherché de vieux tissus. Au fond de la malle, sous un amas de foulards de soie délavés, ses petits doigts rencontrèrent une surface dure. Une boîte en velours bleu nuit. Léo hésita, jetant un coup d'œil vers le dos de sa mère. Elle était absorbée par son ouvrage, le souffle régulier. Avec l'innocence propre à l'enfance, il ouvrit le petit écrin. À l'intérieur reposait une montre en argent, lourde, classique, d'une élégance masculine évidente. Elle ne fonctionnait plus, ses aiguilles figées à une heure oubliée. Mais ce qui attira l'attention du petit garçon, ce fut l'inscription gravée à l'intérieur du clapet de protection. Des chiffres. Un numéro de téléphone, suivi de 2 initiales entrelacées. VL. Léo avait vu sa mère pleurer, une fois, tard dans la nuit, en tenant cette même boîte contre sa poitrine. Il ne comprenait pas les larmes des adultes, mais il comprenait qu'elles cachaient souvent des blessures invisibles. Peut-être que ce monsieur, VL, savait comment réparer le sourire de sa maman. Mu par une impulsion silencieuse, Léo se leva à pas de loup. Il contourna les piles de livres et s'approcha du vieux téléphone fixe à cadran rotatif qui trônait sur le comptoir poussiéreux de la boutique. Le cœur battant, il décrocha le combiné lourd et froid. Il plaça son petit doigt dans les encoches du cadran et composa le numéro gravé dans l'argent, chiffre après chiffre, écoutant le cliquetis mécanique qui résonnait comme un compte à rebours dans le silence de la pièce. À des kilomètres de là, dans un monde fait de verre, d'acier et de lumière froide, Victor Laurent siégeait au bout d'une immense table de conférence. Le gratte-ciel dominait la ville, offrant une vue vertigineuse sur les lumières urbaines qui semblaient trembler sous la pluie. Autour de lui, des cadres en costumes sombres s'agitaient, présentant des graphiques de rentabilité et des projections immobilières pour le trimestre à venir. Victor regardait par la baie vitrée, son visage impassible, figé dans une expression de détachement absolu. Il avait 35 ans, mais ses yeux gris semblaient porter le poids de 100 hivers. Son costume taillé sur mesure épousait une posture rigide, celle d'un homme qui ne s'autorise aucune faiblesse. Il avait tout ce que le monde considérait comme la réussite. Le pouvoir, l'argent, un empire. Et pourtant, à l'intérieur, il n'y avait qu'un vide immense, un silence assourdissant qu'aucun chiffre d'affaires ne parvenait à combler. Soudain, une vibration discrète brisa sa torpeur. Son téléphone personnel, posé face contre table, s'illumina. C'était un numéro privé qu'il ne donnait jamais, une ligne qu'il avait gardée active pendant 7 ans sans jamais se l'expliquer rationnellement, payant l'abonnement mois après mois comme on entretient une tombe. Il leva la main, un geste simple qui suffit à faire taire instantanément le directeur financier en pleine phrase. La pluie battait avec une régularité hypnotique contre les vitres à petits carreaux de l'atelier de reliure. C'était une de ces soirées d'automne où le monde extérieur semble s'effacer, laissant place à une intimité feutrée,
presque secrète. À l'intérieur, l'air était saturé de l'odeur réconfortante du papier ancien, de la colle chaude et du cuir patiné. Élodie était penchée sur son établi, la nuque courbée, ses doigts fins et habiles caressant la couverture d'une édition usée par le temps. Elle travaillait avec une concentration presque religieuse, cherchant dans la restauration de ses vies de papier une forme d'apaisement pour la sienne. À quelques pas d'elle, assis en tailleur sur le vieux tapis persan aux couleurs fanées, se trouvait Léo. À 7 ans, il possédait déjà une sagesse silencieuse qui serrait souvent le cœur de sa mère. Il avait hérité des grands yeux sombres d'Élodie, mais la forme de son visage, la courbe volontaire de son menton, appartenaient à un fantôme qu'elle s'efforçait de garder enfermé dans les tréfonds de sa mémoire. Léo fouillait avec une curiosité délicate dans une malle en osier qu'Élodie avait imprudemment laissée entr'ouverte après avoir cherché de vieux tissus. Au fond de la malle, sous un amas de foulards de soie délavés, ses petits doigts rencontrèrent une surface dure. Une boîte en velours bleu nuit. Léo hésita, jetant un coup d'œil vers le dos de sa mère. Elle était absorbée par son ouvrage, le souffle régulier. Avec l'innocence propre à l'enfance, il ouvrit le petit écrin. À l'intérieur reposait une montre en argent, lourde, classique, d'une élégance masculine évidente. Elle ne fonctionnait plus, ses aiguilles figées à une heure oubliée. Mais ce qui attira l'attention du petit garçon, ce fut l'inscription gravée à l'intérieur du clapet de protection. Des chiffres. Un numéro de téléphone, suivi de 2 initiales entrelacées. VL. Léo avait vu sa mère pleurer, une fois, tard dans la nuit, en tenant cette même boîte contre sa poitrine. Il ne comprenait pas les larmes des adultes, mais il comprenait qu'elles cachaient souvent des blessures invisibles. Peut-être que ce monsieur, VL, savait comment réparer le sourire de sa maman. Mu par une impulsion silencieuse, Léo se leva à pas de loup. Il contourna les piles de livres et s'approcha du vieux téléphone fixe à cadran rotatif qui trônait sur le comptoir poussiéreux de la boutique. Le cœur battant, il décrocha le combiné lourd et froid. Il plaça son petit doigt dans les encoches du cadran et composa le numéro gravé dans l'argent, chiffre après chiffre, écoutant le cliquetis mécanique qui résonnait comme un compte à rebours dans le silence de la pièce. À des kilomètres de là, dans un monde fait de verre, d'acier et de lumière froide, Victor Laurent siégeait au bout d'une immense table de conférence. Le gratte-ciel dominait la ville, offrant une vue vertigineuse sur les lumières urbaines qui semblaient trembler sous la pluie. Autour de lui, des cadres en costumes sombres s'agitaient, présentant des graphiques de rentabilité et des projections immobilières pour le trimestre à venir. Victor regardait par la baie vitrée, son visage impassible, figé dans une expression de détachement absolu. Il avait 35 ans, mais ses yeux gris semblaient porter le poids de 100 hivers. Son costume taillé sur mesure épousait une posture rigide, celle d'un homme qui ne s'autorise aucune faiblesse. Il avait tout ce que le monde considérait comme la réussite. Le pouvoir, l'argent, un empire. Et pourtant, à l'intérieur, il n'y avait qu'un vide immense, un silence assourdissant qu'aucun chiffre d'affaires ne parvenait à combler. Soudain, une vibration discrète brisa sa torpeur. Son téléphone personnel, posé face contre table, s'illumina. C'était un numéro privé qu'il ne donnait jamais, une ligne qu'il avait gardée active pendant 7 ans sans jamais se l'expliquer rationnellement, payant l'abonnement mois après mois comme on entretient une tombe. Il leva la main, un geste simple qui suffit à faire taire instantanément le directeur financier en pleine phrase. Le silence tomba sur la salle de réunion. Victor saisit le téléphone et le porta à son oreille, le visage toujours aussi indéchiffrable. « Oui » dit-il, la voix grave, presque rocailleuse. Il n'y eut d'abord qu'un grésillement, le souffle d'une ligne ancienne, puis une toute petite voix, hésitante mais claire, s'éleva. « Bonjour.
Est-ce que vous connaissez ma maman ?» Victor fronça imperceptiblement les sourcils. Il s'apprêtait à raccrocher, pensant à une erreur, quand la voix enfantine reprit, un peu plus pressante. « Elle s'appelle Élodie. Elle pleure parfois quand elle regarde la montre en argent avec votre numéro. » Le stylo en or que Victor tenait dans sa main gauche glissa et tomba lourdement sur la table de chêne massif, produisant un bruit sec qui fit sursauter les cadres autour de lui. Victor sentit l'air déserter ses poumons. Son cœur, qu'il croyait anesthésié depuis des années, se contracta avec une violence inouïe. Le sang se retira de son visage. « Qui es-tu » murmura Victor, sa voix soudain brisée, tremblante, dénuée de toute son assurance habituelle. « Je m'appelle Léo. J'ai 7 ans. C'est vous, Monsieur Vell ? Vous savez pourquoi elle est triste ?» Le monde de Victor sembla basculer. Les murs de verre de la salle de conférence se mirent à tourner lentement. Léo. 7 ans. Les mathématiques se firent dans son esprit avec une clarté foudroyante, cruelle. 7 ans. C'était le temps exact qui s'était écoulé depuis ce jour maudit où il avait laissé Hélène, sa mère, empoisonner son esprit. Ce jour où il avait tourné le dos à la seule femme qu'il avait jamais regardée pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Avant qu'il ne puisse formuler une seule pensée cohérente, un bruit de pas précipité résonna à travers le combiné. « Léo, que fais-tu » C'était elle. Victor ferma les yeux, la douleur l'irradiant de part en part. La voix d'Élodie. Après tout ce temps. Elle n'avait pas changé. Elle portait toujours cette même douceur, cette même urgence maternelle, mais traversée d'une panique soudaine. Dans l'atelier de reliure, Élodie venait de se retourner. Elle s'était levée précipitamment en voyant la boîte en velours vide sur le tapis, puis Léo tenant le lourd combiné près de son oreille. Son cœur s'était arrêté. Elle avait traversé la pièce en 2 enjambées, arrachant presque le téléphone des mains de son fils. « Léo, avec qui parles-tu » demanda-t-elle, le souffle court, les mains tremblantes. Elle porta le combiné à son oreille, s'attendant à entendre la tonalité stridente d'une ligne morte, espérant de toutes ses forces que Léo n'avait fait que jouer. « Allô » dit-elle, la voix étranglée par une angoisse indicible. À l'autre bout de la ligne, Victor ne respirait plus. Il entendait le souffle saccadé d'Élodie. Il aurait voulu crier. Il aurait voulu s'excuser. Il aurait voulu traverser la ville en courant pour la serrer dans ses bras. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge, étouffés par un barrage de culpabilité et de choc. Il raccrocha. Le petit clic métallique résonna dans l'oreille d'Élodie comme un coup de tonnerre. La ligne sonna occupée. Elle reposa lentement le combiné sur son socle, ses doigts refusant presque de lâcher le plastique. Ses genoux vacillèrent, l'obligeant à s'appuyer contre le comptoir en bois brut. Elle ferma les yeux, luttant contre la nausée qui montait en elle. « Maman » fit la petite voix de Léo. « Tu es fâchée » Élodie rouvrit les yeux et regarda son fils. Ses grands yeux innocents la scrutaient avec inquiétude. Elle prit une profonde inspiration, ravalant les larmes qui menaçaient de la noyer. Elle s'agenouilla devant lui, ignorant la poussière sur le parquet, et prit les petites mains de Léo dans les siennes. Elles étaient chaudes et douces. « Non, mon chéri. Non, je ne suis pas fâchée, » murmura-t-elle en forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mais il ne faut jamais toucher aux affaires des grands sans demander. Tu comprends ? C'est dangereux. » « Le monsieur n'a pas répondu à ma question, » dit Léo avec une moue déçue. Il a juste demandé qui j'étais. Il avait l'air surpris. Élodie sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Il sait. La pensée résonnait dans son crâne, terrifiante, écrasante. Elle attira Léo contre elle, enfouissant son visage dans les boucles brunes de l'enfant, respirant son odeur de savon et de biscuits pour s'ancrer dans la réalité.
Elle ferma les yeux en serrant son fils un peu trop fort. Son monde, qu'elle avait mis 7 longues années à reconstruire brique par brique, avec tant de larmes et de sacrifices, venait de se fissurer en l'espace de quelques secondes. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment précis où le passé, que vous croyez profondément enterré, verrouillé à double tour dans une boîte oubliée de votre esprit, vient frapper à votre porte. Ce n'est jamais une grande explosion. C'est souvent un murmure, un détail infime, un parfum croisé dans la rue, une vieille chanson à la radio, ou, comme pour Élodie, l'innocence d'un enfant composant un numéro de téléphone. Nous passons des années à ériger des murs pour nous protéger de nos anciennes douleurs, nous persuadant que nous sommes guéris. Mais le cœur humain a une mémoire que le temps ne peut effacer. Et parfois, il suffit d'un instant pour que les digues cèdent, nous laissant nus face à ce que nous avons fui. Élodie avait fui pour protéger Léo. Mais comment protéger un enfant de sa propre histoire? De retour dans la tour de verre, la salle de conférence était plongée dans un silence de mort. Les cadres s'échangeaient des regards nerveux, n'osant pas prononcer le moindre mot. Victor Laurent, l'homme de glace, l'implacable négociateur, fixait le centre de la table avec des yeux vides. Sa respiration était saccadée, ses poings crispés sur le bois verni jusqu'à en blanchir les jointures. « Sortez !» dit-il finalement. Sa voix n'était qu'un murmure rugueux, mais elle portait une autorité absolue. Le directeur financier tenta une approche hésitante. « Monsieur Laurent, la présentation n'est pas... » « Sortez tous, immédiatement. » L'ordre claqua comme un fouet. En moins d'1 minute, la vaste pièce se vida, laissant Victor seul face à son reflet sombre dans les grandes baies vitrées. Il se leva d'un bond, renversant son lourd fauteuil en cuir, et marcha jusqu'à la vitre. La pluie continuait de laver la ville, brouillant les lumières de Paris en bas. Il posa son front chaud contre le verre froid. Élodie. Son prénom avait le goût de la cendre et de la douceur perdue. Il revit son sourire, la façon dont elle plissait le nez quand elle riait, la douceur de ses mains tachées par l'encre et la colle de ses vieux livres. Et puis, la voix du garçon. « Je m'appelle Léo, j'ai 7 ans. » Victor ferma les yeux, submergé par une vague de nausée. Une vérité vertigineuse était en train de prendre forme dans son esprit, une vérité si monumentale qu'elle menaçait de détruire tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même et sur sa famille. S'il y avait un enfant de 7 ans, cela signifiait qu'Élodie était enceinte lorsqu'ils s'étaient séparés. Lorsqu'il l'avait chassée de sa vie avec des mots d'une cruauté impardonnable, convaincu par les rapports falsifiés et les murmures venimeux de sa mère, Hélène, qui lui affirmait qu'Élodie n'était qu'une intrigante avide de sa fortune et qu'elle partageait la vie d'un autre homme. Il avait cru sa mère. Il avait choisi l'empire, le statut, la raison, au lieu de faire confiance à la femme qu'il aimait. Il l'avait laissée partir sans un regard en arrière, et elle était partie avec son enfant. Son fils. Une larme solitaire, la première depuis une éternité, traça un sillon brûlant sur la joue de Victor. Il passa une main tremblante dans ses cheveux parfaitement coiffés, ruinant son apparence impeccable. L'homme puissant n'était plus là. Il ne restait qu'un homme brisé, confronté à l'abîme de ses propres erreurs. Pendant ce temps, dans la modeste arrière-boutique qui servait d'appartement à Élodie et Léo, l'atmosphère était lourde. Élodie s'activait dans la petite cuisine, préparant le dîner avec des gestes mécaniques. Les pâtes cuisaient dans l'eau bouillante, la sauce tomate frémissait, mais son esprit était à 1000 lieues de là. Elle regardait le dos de Léo, installé à la petite table en formica, dessinant consciencieusement sur une feuille de papier brouillon. Elle avait passé les 7 dernières années à se convaincre qu'elle n'avait pas besoin de Victor, qu'elle pouvait élever cet enfant seule. Et elle l'avait fait. Elle avait bâti une vie digne, pleine de chaleur et de rire, même si les fins de mois étaient souvent une source d'angoisse silencieuse.
Elle n'avait jamais demandé 1 centime à la famille Laurent. Elle avait gardé sa fierté intacte, en portant le secret de l'existence de Léo comme un bouclier. Mais en voyant les traits de Léo s'affiner avec le temps, devenant chaque jour le miroir saisissant de l'homme qui lui avait brisé le cœur, Élodie savait que le passé finirait par la rattraper. Elle ne s'attendait simplement pas à ce qu'il passe par le cadran d'un vieux téléphone fixe un soir de pluie ordinaire. « Maman !» demanda Léo sans lever les yeux de son dessin. « Pourquoi le monsieur n'a pas voulu me parler ?» Élodie s'arrêta, la cuillère en bois en l'air. Elle sentit sa gorge se serrer. Comment expliquer à un enfant de 7 ans la complexité destructrice du monde des adultes? Comment lui dire que ce monsieur était la raison pour laquelle il n'y avait pas de photo de papa sur la cheminée? Parfois, Léo, les grandes personnes sont surprises, dit-elle doucement en s'approchant de lui pour déposer un baiser sur le sommet de sa tête. Elles ne savent pas quoi dire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas parler. Elles ont juste besoin de temps. Elle espérait de tout son être que Victor n'aurait jamais ce temps, qu'il prendrait cet appel pour une mauvaise blague, une hallucination. Qu'il resterait dans sa tour d'ivoire et la laisserait en paix. Mais au fond d'elle-même, dans ce lieu instinctif où réside l'intuition féminine, Élodie savait. Elle savait que le silence de Victor au téléphone n'était pas de l'indifférence. C'était le silence de l'effondrement. L'écho de cet appel venait de briser la vitre blindée du monde de Victor Laurent, et Élodie se préparait silencieusement à l'impact des éclats. L'histoire, qu'elle croyait terminée, venait à peine de recommencer. La pluie n'avait pas cessé de tomber, lavant inlassablement les vitres de la tour de verre, comme si le ciel tentait d'effacer les erreurs des hommes. Debout dans la pénombre de son bureau, Victor Laurent n'avait pas bougé d'1 millimètre. La nuit avait enveloppé Paris, mais il ne voyait ni les lumières scintillantes de la tour Eiffel au loin, ni le ruban sombre de la Seine. Il ne voyait que des fantômes. Le murmure de la voix enfantine continuait de résonner dans l'espace vide de la pièce, un écho obstiné qui perçait les murailles de sa forteresse intérieure. « Je m'appelle Léo. J'ai 7 ans. 7 ans. » Le chiffre tournait dans son esprit comme une lame empoisonnée. Lentement, la respiration de Victor se fit plus lourde, plus rauque. Il ferma les yeux, et soudain, les murs froids de son empire financier se dissipèrent. L'odeur aseptisée de la climatisation fit place à un parfum oublié, un mélange subtil de vanille, de thé noir et de papier poussiéreux. Le passé, qu'il avait si violemment refoulé, remonta à la surface avec la force d'un raz-de-marée. C'était un après-midi de printemps. Il y avait un peu plus de 7 ans. Victor n'était alors que l'héritier sous pression, un jeune loup de la finance dont les épaules ployaient sous les attentes écrasantes d'une dynastie immobilière. Pour échapper à un énième déjeuner mondain suffocant, il s'était réfugié dans les ruelles étroites du quartier latin, cherchant un cadeau pour un oncle érudit. C'est ainsi qu'il avait poussé la porte de la petite librairie ancienne. Le tintement de la clochette en laiton résonnait encore dans sa mémoire. Il se souvenait de la lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux poussiéreux, faisant danser des myriades de particules en suspension. Et puis, au sommet d'une échelle en bois de chêne, il l'avait vue. Élodie. Elle portait une salopette en velours côtelé, un peu trop grande pour elle, les cheveux rassemblés en un chignon désordonné, d'où s'échappèrent des mèches rebelles. Elle tenait un vieux tome relié en cuir, et lorsqu'elle avait baissé les yeux vers lui, Victor avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'avait pas l'assurance glaciale des héritières qu'il fréquentait, ni leur regard évaluateur. Ses grands yeux sombres reflétaient une douceur et une intelligence qui l'avaient instantanément désarmé. En descendant de l'échelle, elle avait trébuché. Il avait tendu le bras pour la rattraper, sa main enserrant son poignet frêle. Ce simple contact, la chaleur de sa peau sous ses doigts, avait suffi à faire vaciller toutes ses certitudes.
Leur amour était né dans cette atmosphère confinée, au milieu des poètes morts et des histoires oubliées. Victor revenait tous les jours. Il troquait ses costumes sur mesure pour de vieux pulls, laissant sa voiture avec chauffeur à plusieurs rues de là. Avec Élodie, il n'était pas « Monsieur Laurent », il était juste Victor. Elle lui apprenait à restaurer les couvertures abîmées, guidant ses grandes mains maladroites avec ses doigts fins tachés d'encre. Il découvrait avec elle la simplicité d'un café bu sur un banc public, le rire partagé sous un parapluie troué, la paix immense de s'endormir avec la tête posée sur ses genoux. Elle pensait ses blessures invisibles, celles d'un homme élevé sans affection, programmé uniquement pour la réussite matérielle. Mais la lumière attire inévitablement les ombres. Et dans le monde de Victor, l'ombre portait le visage parfait et le sourire tranchant de sa mère, Hélène Laurent. Hélène n'avait jamais toléré que son fils unique, l'avenir du groupe familial, s'égare avec une roturière sans nom, sans patrimoine, et pire encore, avec une fille dont la seule richesse résidait dans son cœur. Victor se souvenait avec une clarté douloureuse du premier et unique dîner où il avait osé présenter Élodie au manoir familial. La salle à manger étouffait sous les boiseries sombres et les lustres en cristal. Hélène, parée de soie et de perles, avait distillé son venin avec une élégance meurtrière. « C'est un passe-temps charmant, la restauration de vieux livres. Élodie ?» avait murmuré Hélène en buvant une gorgée de vin, ses yeux froids fixés sur la jeune femme. Mais la vie réelle exige davantage de substance. Avez-vous au moins un plan pour votre avenir, ou comptez-vous éternellement vivre de la générosité des autres? Élodie avait gardé la tête haute, ses mains serrant sa serviette de table sous la table, le visage pâle mais digne. Elle avait répondu avec calme, parlant de sa passion, de la valeur de préserver la mémoire. Mais Hélène n'écoutait pas. Elle semait déjà les graines de la destruction. Avez-vous remarqué comment le doute, une fois planté dans l'esprit, agit comme une herbe folle? Il s'insinue dans les plus petites fissures de nos relations, étouffant la vérité sous son lierre toxique. Souvent, ceux qui nous manipulent n'ont pas besoin de grands cris. Il leur suffit de silences calculés, de regards apitoyés, de demi-vérités chuchotées pour empoisonner l'eau pure de notre confiance. Nous finissons par douter non seulement de l'autre, mais de notre propre jugement. C'est exactement ce qu'Hélène avait fait. Voyant que Victor s'éloignait de l'Empire pour les bras de sa relieuse, elle avait engagé un détective. Un mois plus tard, elle avait convoqué son fils dans son bureau. Sur la table en marbre, des photographies étaient étalées. On y voyait Élodie attablée à un café, souriante, la main posée sur le bras d'un autre homme. « Elle te ment, Victor », avait susurré Hélène avec une fausse tristesse maternelle, posant une main baguée sur l'épaule de son fils. Cet homme est son ex-fiancé. Ses dettes de jeu l'étouffent. Tu crois qu'elle t'aime? Tu n'es que la solution à leurs problèmes financiers. Ouvre les yeux. Tu vaux mieux qu'une intrigante. Victor, épuisé par des semaines de négociations hostiles pour le rachat d'une entreprise concurrente, fragilisé par le stress, n'avait pas cherché à comprendre. Le poison avait fait son effet. La paranoïa, héritage de son milieu où chaque sourire cachait un poignard, l'avait submergé. La blessure d'orgueil avait balayé l'amour. Le jour de la rupture résonnait encore comme le pire écho de son existence. C'était dans son luxueux appartement aux murs blancs, stérile comme une salle d'opération. Élodie était arrivée, lumineuse, porteuse d'un secret qu'elle chérissait. Elle avait les joues roses, les yeux brillants. Elle s'était approchée de lui, les mains tremblantes, prête à lui annoncer que leur monde allait s'agrandir, qu'une nouvelle vie germait en elle. Mais avant qu'elle n'ait pu prononcer un mot, Victor avait jeté l'enveloppe contenant les photos sur la table basse. « C'est fini », avait-il dit d'une voix que la colère rendait méconnaissable, coupante comme du verre brisé. « Ne joue plus, Élodie.
Je sais tout. Prends tes affaires et sors de chez moi. » Il se souvenait de l'expression de son visage. Pas de la colère. Non. Ce fut bien pire. Il avait vu l'effondrement silencieux d'une âme pure. Elle avait regardé les photos. Son amie d'enfance, à qui elle prêtait de l'argent pour payer les frais médicaux de sa mère, et elle avait compris l'étendue de la machination. Elle avait regardé Victor, cherchant l'homme qui l'aimait, l'homme qui la connaissait vraiment. Mais elle n'avait trouvé qu'un héritier arrogant, aveuglé par l'orgueil et les mensonges de sa caste. Elle n'avait pas plaidé. Elle n'avait pas hurlé son innocence. Une femme de sa dignité ne se bat pas pour prouver qu'elle n'est pas un monstre à l'homme qui est censé l'aimer. Lentement, presque par instinct, sa main droite s'était posée sur son ventre plat, un geste protecteur, presque imperceptible. Ses yeux s'étaient remplis de larmes qu'elle avait obstinément refusé de laisser couler devant lui. « Si c'est ce que tu crois de moi, Victor, » avait-elle murmuré d'une voix brisée mais ferme, « alors tu ne m'as jamais vraiment regardé. » Elle s'était retournée. Le bruit de la porte d'entrée se refermant derrière elle avait scellé son destin, enfermant Victor dans une cage dorée où il allait se dessécher pendant 7 longues années. Le Victor du présent rouvrit les yeux, arraché à son passé par un frisson de fièvre. Il était en sueur, son rythme cardiaque battant douloureusement contre ses tempes. Il tituba jusqu'à son bureau et s'effondra dans son fauteuil. Il l'avait chassée. Il l'avait accusée de vénalité alors qu'elle portait son enfant. Il l'avait laissée affronter le monde seule, sans un sou, effrayée, tandis que lui continuait d'amasser des millions, se félicitant de sa perspicacité. Le dégoût qu'il ressentit pour lui-même à cet instant fut si violent qu'il en eut la nausée. Hélène n'avait été que l'architecte du mensonge. C'était lui qui avait appuyé sur le détonateur. La ville de Paris commençait lentement à s'éveiller, les premières lueurs de l'aube teintant les nuages bas d'un gris perle mélancolique. Victor prit son téléphone. Ses doigts tremblaient tellement qu'il dut s'y reprendre à 3 fois pour composer le numéro. « Allô, Moreau ?» dit-il d'une voix rauque lorsque son détective privé personnel décrocha, étonné d'être appelé à une heure si matinale. « J'ai besoin de vous. Laissez tomber les enquêtes d'entreprise. Trouvez une femme. Élodie. Je n'ai pas son nom de famille actuel. Elle a pu changer. Mais elle a un fils, Léo, 7 ans. Je veux savoir où elle vit, ce qu'elle fait, si elle manque de quelque chose. Je veux tout savoir. Discrètement, avant ce soir. » Il raccrocha sans attendre de réponse, jetant le téléphone sur le bureau. Il se leva et commença à arpenter son vaste appartement. 300 mètres carrés de solitude, des meubles design hors de prix, des œuvres d'art contemporain au mur, mais pas une seule photographie, pas un seul souvenir, pas une seule trace de chaleur humaine. Un mausolée luxueux pour un homme mort de l'intérieur. Loin de ce silence de cathédrale, à l'autre bout de la ville, la matinée s'amorçait dans une toute autre mélodie. Le petit appartement situé au-dessus de l'atelier de reliure était baigné d'une douce lumière matinale. Les meubles étaient dépareillés, achetés dans des brocantes. Les rideaux avaient été cousus par Élodie elle-même, mais l'endroit exsudait une chaleur réconfortante. L'odeur du chocolat chaud et du pain grillé flottait dans l'air. Élodie, vêtue d'un vieux peignoir en coton, versait le lait fumant dans le bol de Léo avec un sourire tendre. Le petit garçon, les cheveux en bataille et les yeux encore collés par le sommeil, suçait le bout de sa tartine beurrée en balançant ses pieds sous la table. « Maman » demanda Léo, la bouche pleine. « Est-ce que tu crois que la magie, ça existe pour réparer les montres cassées ?» Le cœur d'Élodie rata un battement. La veille, après le coup de téléphone désastreux, elle avait attendu que Léo s'endorme pour récupérer la montre en argent et la cacher tout au fond de son armoire, verrouillée à clé. Elle espérait que la nuit aurait effacé ce souvenir de l'esprit de son fils. Mais la perspicacité de Léo était aussi aiguisée que celle de
l'homme dont il avait hérité du regard. Élodie s'assit face à lui, lissant une mèche rebelle sur le front chaud de son fils. Ses yeux reflétaient une tristesse infinie, mêlée à un amour incommensurable. Elle prit la petite main de Léo, tachée de confiture, et la porta à ses lèvres. « La magie ne répare pas les objets, mon trésor, » murmura-t-elle, cherchant ses mots avec précaution. « Mais parfois, le temps le fait, et l'amour. Les choses qui sont cassées ne sont pas toujours destinées à être réparées. Parfois, elles nous rappellent juste qu'il faut construire de nouvelles choses, de plus belles choses. Comme nous deux. On a construit un beau petit monde, toi et moi, non ?» Léo la regarda intensément, absorbant ses paroles avec le sérieux d'un petit philosophe. Puis son visage s'éclaira d'un sourire radieux qui fit fondre toutes les angoisses d'Élodie. « Oui, maman. Et en plus, mon monde, il sent le chocolat. » Élodie éclata d'un rire cristallin, un rire qui venait du fond du cœur, soulagée de voir l'innocence reprendre ses droits. Elle se leva, attrapant Léo par les aisselles pour le soulever dans les airs, arrachant des éclats de rire au petit garçon qui battait des bras comme un oiseau. Dans cet espace modeste, la richesse émotionnelle débordait, éclatante de vérité. Pourtant, alors qu'elle le reposait sur le sol et l'envoyait se brosser les dents, l'angoisse revint la cueillir à la gorge. Elle jeta un regard par la petite fenêtre de la cuisine, observant les gens pressés sous leur parapluie dans la rue en contrebas. Elle savait que le répit n'était que temporaire. Le coup de téléphone de la veille n'était pas un accident sans conséquence. C'était la pierre jetée dans l'étang paisible de leur existence. Élodie pressa ses mains contre le rebord de l'évier, fermant les yeux. Elle n'avait plus 20 ans. Elle n'était plus la jeune fille naïve et blessée qui s'était enfuie sous la pluie. Elle était une mère, une louve. Si Victor Laurent décidait de ressurgir de l'enfer pour lui reprendre ce qu'elle avait de plus précieux, il trouverait face à lui une femme prête à tout pour protéger son petit garçon. Elle ne le laisserait pas, ni lui, ni sa famille toxique, détruire l'équilibre fragile de Léo. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et descendit l'escalier en colimaçon qui menait à sa boutique. La journée commençait, et il y avait des livres à sauver. Et bientôt, peut-être, une guerre à mener. À ce même instant précis, le téléphone de Victor vibra sur le cuir de son bureau. Un message de Moreau, le détective. « Je l'ai trouvé. Monsieur, j'ai l'adresse. » Victor fixa l'écran, le souffle court. 2 lignes de texte qui venaient de redessiner entièrement la carte de sa destinée. Il attrapa son manteau, oubliant son parapluie, oubliant ses réunions, oubliant son empire. Il n'y avait plus qu'une seule urgence vitale dans l'univers entier. Il ouvrit la porte de son bureau et s'avança vers l'ascenseur, le cœur battant la chamade, prêt à affronter le fantôme qu'il avait lui-même créé. La collision de leurs 2 mondes était désormais inévitable. La pluie, fidèle compagne de cette journée qui s'annonçait bouleversante, continuait de s'abattre sur les pavés inégaux du vieux Paris. Le quartier où Élodie avait trouvé refuge n'avait rien à voir avec les avenues immaculées et froides que Victor avait l'habitude d'arpenter. Ici, les façades portaient les stigmates du temps. Les devantures des boutiques racontaient des histoires d'artisans passionnés, et les trottoirs étroits forçaient les passants à se frôler, à exister les uns avec les autres. La berline noire aux vitres teintées de Victor s'arrêta au coin de la rue des Saints-Pères, détonnant brutalement avec le charme modeste du quartier. Le chauffeur s'empressa de sortir avec un grand parapluie noir, mais Victor ouvrit lui-même sa portière, ignorant l'averse qui mouilla instantanément les épaules de son manteau en cachemire. Il fit un geste sec de la main pour congédier l'homme, ses yeux gris rivés sur la petite vitrine à 50 mètres de là. L'atelier du temps perdu. Les lettres peintes à la main en lettres d'or sur la vitre commençaient à s'écailler. Derrière la vitrine embuée, on devinait des piles de livres anciens,
des presses en fonte et une lumière chaude, presque ambrée, qui semblait défier la grisaille extérieure. Victor resta figé sur le trottoir pendant de longues minutes. L'eau ruisselait sur son visage, se mêlant à la sueur froide qui perlait sur ses tempes. Il affrontait quotidiennement des conseils d'administration hostiles. Il décidait du sort de multinationales sans que son pouls ne s'accélère. Mais à cet instant, face à cette petite porte en bois surmontée d'une clochette en laiton, il n'était qu'un homme terrifié. Que lui dirait-il ? Comment s'excuse-t-on d'avoir détruit la vie de la femme qu'on aime ? Et surtout, comment aborde-t-on l'existence d'un enfant de 7 ans, né dans le secret ? Il passa une main tremblante sur son visage mouillé, prit une inspiration si profonde que ses poumons lui firent mal, et s'avança. À l'intérieur, la chaleur de l'atelier enveloppait Élodie comme une couverture familière. Léo était à l'école, et elle profitait de ces heures de calme absolu pour se consacrer à un ouvrage particulièrement délicat. Elle portait un grand tablier en toile épaisse sur un pull en laine douce, ses cheveux bruns relevés à la hâte, retenus par un simple crayon. Ses doigts, couverts d'une fine pellicule de poussière de cuir, caressaient la tranche abîmée d'un recueil de poésie du XVIIIe siècle. L'odeur du thé Earl Grey, infusant dans une théière en porcelaine ébréchée, flottait dans l'air, se mêlant à celle de la colle de pâte fraîche. C'était son sanctuaire, l'endroit où elle réparait les cassures du passé. Ting. Le son de la clochette résonna de manière anormalement forte dans le silence de la pièce. Élodie ne leva pas immédiatement les yeux, concentrée sur l'application d'une feuille de papier japon avec son pinceau fin. « Bonjour », murmura-t-elle d'une voix douce et accueillante, la voix qu'elle réservait à ses clients habituels. « Je suis à vous dans un instant. Laissez-moi juste terminer cette... » Elle s'interrompit. L'air dans l'atelier venait de changer. Ce n'était pas un courant d'air froid venu de la rue. C'était une modification imperceptible de la pression atmosphérique, comme l'électricité statique qui précède la foudre. Elle sentit un regard se poser sur elle, un regard si lourd, si chargé, qu'il lui brûla presque la peau. Lentement, le pinceau s'immobilisa dans sa main. Elle releva la tête. Le temps s'arrêta. Avez-vous déjà vécu ces secondes étirées à l'infini, où l'univers entier se réduit à la circonférence d'une seule pièce? Ces moments où le cœur oublie de battre, suspendu au-dessus du vide, tandis que le cerveau lutte pour assimiler une réalité qu'il pensait impossible. Nous croyons pouvoir enfouir les gens dans les tiroirs de notre mémoire, nous persuadant que le cadenas du temps est inviolable. Mais l'amour, même trahi, même brisé, laisse une empreinte que rien ne peut effacer. Il suffit d'une présence pour que le château de cartes de nos certitudes s'effondre dans un silence assourdissant. Il était là, debout, au milieu de son atelier, les épaules mouillées par la pluie, se tenant à quelques mètres d'elle. Ses cheveux sombres étaient légèrement plaqués sur son front humide. Il portait un manteau qui valait probablement le prix de la location annuelle de sa boutique. Mais son visage avait perdu toute l'arrogance froide qu'elle lui connaissait le jour de leur rupture. Ses traits étaient tirés, ses yeux gris bordés de rouge, creusés par l'insomnie et la culpabilité. Il la regardait comme un homme mourant de soif regarderait une source inaccessible. Élodie. Le son de son prénom, prononcé par cette voix grave et éraillée qu'elle avait tant de fois entendue dans ses cauchemars et ses rêves les plus secrets, lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Le pinceau lui échappa des doigts et roula sur le bureau, tachant le sous-main, mais elle ne le remarqua même pas. Elle recula d'un demi-pas, son dos heurtant presque l'étagère derrière elle. Sa respiration devint saccadée, ses mains s'agrippant instinctivement au rebord de son tablier, les jointures blanches. « Que fais-tu ici » Sa voix n'était qu'un murmure tremblant, presque inaudible, mais elle portait le poids de 7 années de solitude,
de larmes séchées en silence et de combats menés sans lui. Victor fit un pas en avant, la main tendue dans un geste hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne se brise s'il s'approchait trop. « J'ai reçu un appel, hier soir, » dit-il, les mots trébuchant sur ses lèvres. C'était... Non. Le cri avait jailli de la gorge d'Élodie, avec la férocité d'une mère protégeant son petit. Elle contourna précipitamment le grand bureau de chêne, dressant une barrière physique entre eux. Son regard, d'ordinaire si doux, s'était durci, brillant d'une lueur farouche. Son cœur battait à tout rompre, frappant ses côtes comme un oiseau prisonnier. Léo. Il savait. Il était venu pour lui. La terreur l'envahit, froide et paralysante. « Ne prononce pas ce nom, » dit-elle, la voix vibrante d'une colère née de la peur. « Tu n'as pas le droit de venir ici. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma boutique après tout ce que tu as fait. » Victor s'arrêta net, encaissant le rejet comme un coup physique. Il baissa la tête, et pour la première fois de sa vie, l'homme de pouvoir sembla infiniment petit, écrasé sous le poids de sa propre honte. « Tu as raison, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Je n'ai aucun droit. Je ne mérite même pas que tu me regardes. Mais Élodie, je t'en supplie, laisse-moi m'expliquer. Laisse-moi te dire à quel point je suis désolé. » Il leva les yeux vers elle, et Élodie y vit une détresse si brute, si sincère, qu'elle la déstabilisa un instant. « Désolé ?» répéta-t-elle, un rire amer, dénué de toute joie, franchissant ses lèvres. « Tu es désolé ? Tu m'as jeté à la rue, Victor. Tu m'as accusé des pires atrocités sur la base de mensonges que tu n'as même pas cherché à vérifier. Tu as cru ta mère. Tu as cru son venin plutôt que la femme qui dormait dans tes bras. Et aujourd'hui, parce que tu as reçu un coup de téléphone de travers, tu viens jouer les âmes repentantes ?» Chaque mot était une flèche empoisonnée, et elle voyait qu'elle atteignait sa cible. Victor ferma les yeux, son visage se crispant de douleur. « J'ai été un imbécile, » dit-il d'une voix rauque, un lâche aveuglé par la paranoïa d'un monde malade. « J'ai compris, Élodie. J'ai tout compris hier soir. L'horreur de ce que j'ai fait. L'horreur de ce que ma mère a manigancé. J'ai gâché 7 ans de ma vie. Je n'ai pas vécu un seul jour depuis que la porte s'est refermée derrière toi. » Il fit un nouveau pas, franchissant la distance de sécurité qu'Élodie essayait de maintenir. L'odeur de son eau de Cologne, mêlée à l'odeur de la pluie, l'enveloppa. C'était l'odeur de son passé, l'odeur de l'homme qu'elle avait aimé à en perdre la raison. Elle sentit les larmes brûler derrière ses paupières, mais elle se força à garder la tête haute. Elle ne pleurerait pas, pas devant lui. « C'est trop tard, Victor, » dit-elle, la voix soudain glaciale. Un mur de briques érigé en une fraction de seconde pour protéger son cœur qui menaçait de céder. « Ta vie, tes regrets, les complots de ta famille, ça ne me regarde plus. Ma vie est ici maintenant. Elle est simple, elle est honnête, et tu n'en fais pas partie. » Elle jeta un coup d'œil anxieux vers la vieille horloge comtoise qui tic-taquait dans le coin de la pièce. Il était 14 heures. Léo sortait de l'école à 16h30. Elle avait 2 heures et demie pour faire sortir cet homme de sa vie avant que son fils ne franchisse cette porte. Victor perçut son regard vers l'horloge. Il comprit la panique silencieuse qui agitait les mains d'Élodie, la façon dont elle se tenait, prête à bondir. Elle protégeait l'enfant. Son enfant. Leur enfant. La pensée que son propre fils doive être protégé de lui le terrassa. « Je ne veux pas te faire peur, Élodie, » dit-il doucement, baissant les mains en signe de reddition. « Je ne suis pas venu pour détruire quoi que ce soit. Je voulais juste te voir. Savoir si tu allais bien. Si vous ne manquiez de rien. » « Nous ne manquons de rien, » trancha-t-elle immédiatement,
l'orgueil relevant son menton. « Je n'ai jamais eu besoin de l'argent des Laurent pour construire une vie digne. » Victor déglutit difficilement. Il balaya l'atelier du regard. C'était charmant, chaleureux, imprégné de l'âme d'Élodie, mais les étagères vieillissantes, le vieux chauffage d'appoint branché dans un coin et les vêtements simples qu'elle portait témoignaient d'un quotidien fait de calculs et de sacrifices. Le contraste avec sa propre existence, faite de suites d'hôtels hors de prix et de jets privés, lui donna envie de vomir. Il fallait qu'il reste. Juste un peu plus longtemps. Il ne pouvait pas repartir dans le vide glacé de son existence après l'avoir retrouvée. Il s'approcha lentement d'une table d'exposition où reposaient quelques volumes restaurés destinés à la vente. Ses grands doigts, habitués à manipuler des contrats à plusieurs millions, frôlèrent délicatement la couverture en cuir repoussée d'un livre. « Ce livre, dit-il, la voix un peu plus assurée, cherchant désespérément un prétexte. Les Fables de La Fontaine, édition illustrée. Il est magnifique. C'est toi qui as refait la reliure ? » Élodie fut déstabilisée par ce changement de sujet. Elle cligna des yeux, le regardant fixer l'ouvrage. « Oui, » répondit-elle sur la défensive. « J'ai restauré le dos et consolidé les cahiers. »« Mais... » »« Je l'achète, » la coupa-t-il calmement en sortant un élégant portefeuille en cuir fin de la poche intérieure de son manteau. Élodie resta sans voix. L'ouvrage coûtait une petite fortune, le fruit de dizaines d'heures de travail minutieux. C'était la somme dont elle avait exactement besoin pour payer la prochaine échéance du loyer de la boutique, une échéance qui l'empêchait de dormir depuis une semaine. « Victor, arrête ça, » murmura-t-elle, partagée entre la colère de ce qui ressemblait à de la charité et le soulagement matériel, viscéral. « Ce n'est pas un jeu. Tu ne peux pas acheter ton pardon avec un livre. »« Ce n'est pas pour obtenir ton pardon, Élodie, » répondit-il en posant plusieurs billets de 100 € sur le comptoir poussiéreux, ignorant délibérément le prix affiché pour donner bien plus. « C'est parce que c'est un travail exceptionnel. Et parce que je veux emporter un morceau de ton monde avec moi. » Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, juste une tristesse infinie. Élodie s'approcha du comptoir, les jambes tremblantes. Elle enveloppa le livre dans du papier kraft avec des gestes mécaniques, rapides, cherchant à écourter ce supplice. Lorsqu'elle tendit le paquet, Victor ne le prit pas immédiatement. Il avança la main, et pendant une fraction de seconde, ses doigts frôlèrent la peau d'Élodie. Le contact fut électrique. Une décharge familière qui remonta le long de leurs bras respectifs, réveillant la mémoire de la peau. La mémoire des nuits entrelacées, des murmures sur l'oreiller. Élodie retira sa main vivement, comme brûlée, son souffle se bloquant dans sa gorge. Victor prit le paquet, gardant les yeux fixés sur les siens. Il vit la terreur dans le regard de la jeune femme, mais il y lut aussi, l'espace d'un battement de cils, cette étincelle qu'il croyait éteinte. Elle n'était pas indifférente. Elle était terrorisée, en colère, blessée, mais il restait quelque chose sous les cendres. « Je vais partir, Élodie, » murmura-t-il, reculant lentement vers la porte. « Je sais que ma présence t'étouffe, mais je reviendrai. Pas pour te forcer, juste pour te prouver que l'homme qui a passé cette porte il y a 7 ans n'existe plus. » Il ouvrit la porte. La clochette tinta de nouveau, couvrant le bruit de la pluie qui redoublait d'intensité dehors. « S'il te plaît, ne fais pas ça, » murmura Élodie, les larmes finissant par perler au coin de ses yeux, trahissant sa façade de fer. « Laisse-nous tranquilles. » Victor s'arrêta sur le seuil. Il tourna la tête à moitié. « Je ne peux pas, Élodie. Je te l'ai dit hier soir au téléphone, sans savoir que c'était toi. Je cherche à réparer ma vie. Et ma vie, c'est ici. » Il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Dès que le loquet s'enclencha,
Les jambes d'Élodie cédèrent. Elle glissa le long du comptoir et s'effondra sur le parquet de l'atelier, enfouissant son visage dans ses mains couvertes de poussière de cuir. Ses épaules se mirent à trembler de sanglots silencieux. C'était la digue qui rompait. La peur, le soulagement, la colère, l'amour toujours vivace, tout se mélangeait dans un torrent d'émotions qu'elle ne pouvait plus contenir. Il était là. Il savait qu'il y avait un enfant, même s'il n'avait pas osé prononcer son nom, même s'il n'avait pas demandé à le voir aujourd'hui. Il lui laissait du temps, du champ. C'était peut-être la chose la plus effrayante. S'il avait exigé de voir Léo, s'il avait appelé ses avocats, elle aurait pu se battre avec la fureur d'une mère. Mais cette douceur, cette vulnérabilité, ce regret sincère dans ses yeux gris, c'était l'arme la plus dangereuse qu'il pouvait utiliser contre elle. Parce que cela menaçait de fissurer le mur de haine et de ressentiment qu'elle avait mis 7 ans à bâtir pour survivre à son absence. Dehors, Victor marcha sous la pluie jusqu'à sa voiture, le livre pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Il s'assit à l'arrière, détrempé, grelottant, mais pour la première fois depuis 7 ans, il se sentait vivant. La douleur qu'il ressentait à l'idée du mépris d'Élodie était une douleur saine, la preuve que son cœur battait encore. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat personnel, l'un des hommes les plus redoutables de Paris. « Maître Delcourt, » dit Victor, la voix ferme, retrouvant l'autorité tranchante du dirigeant d'Empire. « Préparez un dossier complet sur la cession de mes parts, dans les filiales gérées par ma mère, Hélène Laurent. Je veux une séparation totale de nos actifs. Immédiatement. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne, suivi d'un raclement de gorge nerveux. « Monsieur Laurent, c'est une décision d'une ampleur sismique. Votre mère va... » « Je me fiche de ce que ma mère va faire, » trancha Victor, le regard fixé sur la petite vitrine de l'atelier qui s'éloignait sous la pluie. « Dites-lui que si elle s'y oppose, je révélerai les manœuvres frauduleuses qu'elle a utilisées il y a 7 ans, y compris les faux rapports de détective qu'elle a payés avec l'argent de la société. Coupez tous les ponts. Dès aujourd'hui, je nettoie ma vie. » Il raccrocha, ignorant les questions affolées de son avocat. Le nettoyage avait commencé. Il fallait qu'il détruise l'environnement toxique qui avait empoisonné son passé, s'il voulait avoir la moindre chance de mériter une place dans l'avenir d'Élodie et de Léo. Il savait que le chemin serait long, que la confiance d'Élodie était une forteresse aux murailles infranchissables, mais il n'était plus pressé. Il avait tout le reste de sa vie pour réparer ses erreurs. Dans l'atelier silencieux, Élodie finit par sécher ses larmes. Elle se releva lentement, ses muscles endoloris par la tension. Elle ramassa le pinceau tombé par terre, lissa son tablier et prit les billets que Victor avait laissés sur le comptoir. L'argent lui brûlait les doigts, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre le luxe de la fierté face au loyer impayé et aux besoins de son fils. Elle les rangea dans la caisse, la mort dans l'âme. Il était 15h30. Léo allait bientôt sortir de l'école. Élodie se dirigea vers le petit lavabo au fond de l'arrière-boutique, s'aspergea le visage d'eau froide, s'efforçant d'effacer les traces de son bouleversement. Elle devait être forte. Elle devait être le roc de Léo, comme elle l'avait toujours été. Mais alors qu'elle enfilait son manteau pour aller le chercher, son regard se posa sur la petite boîte en velours bleu nuit, toujours dissimulée au sommet de l'armoire. L'écho de la clochette résonnait encore dans l'atelier, une promesse silencieuse et terrifiante. Ce n'était que le début de la tempête. Les deux mondes venaient d'entrer en collision, et il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Les jours qui suivirent la visite de Victor s'étirèrent avec la lenteur insoutenable d'une goutte d'eau tombant d'un robinet mal fermé. Chaque tintement de la clochette en laiton faisait sursauter Élodie. Elle vivait dans un état d'hypervigilance épuisant, le regard constamment tourné vers la vitrine, le cœur battant à la chamade au moindre passage d'une voiture noire dans la rue étroite. La nuit,
Le sommeil la fuyait. Elle restait assise sur le bord du lit de Léo, écoutant le souffle régulier de son fils, terrifiée à l'idée qu'une force invisible ne vienne l'arracher à sa vie. Léo, avec cette intuition fulgurante propre aux enfants qui grandissent seuls avec leur mère, avait perçu ce changement. Il posait moins de questions, jouait plus silencieusement dans son coin et venait souvent presser sa petite joue contre la cuisse d'Élodie pendant qu'elle travaillait, comme pour la rassurer de sa présence. C'était un mercredi après-midi. Le ciel de Paris avait finalement troqué sa grisaille pluvieuse contre un bleu pâle, froid et coupant. L'école étant finie pour la journée, Léo était installé derrière le grand comptoir de l'atelier. Il avait étalé ses crayons de couleur sur un vieux calendrier délavé et dessinait avec une concentration absolue, la langue légèrement tirée sur le coin des lèvres, un tic qu'il partageait secrètement avec un homme qu'il ne connaissait pas. Élodie se trouvait dans la réserve, une petite pièce sombre à l'arrière de la boutique, à la recherche d'une bobine de fil de lin spécifique pour recoudre les cahiers d'un manuscrit. Elle avait laissé la porte entr'ouverte pour garder une oreille sur la boutique. Le tintement de la clochette résonna, clair et cristallin dans l'air sec de l'après-midi. « J'arrive tout de suite », lança Élodie depuis la réserve, la voix étouffée par les piles de carton. « Léo, dis bonjour aux clients, s'il te plaît. » Dans la boutique, Victor Laurent venait de refermer la porte derrière lui. Il portait un simple manteau de laine sombre, le col relevé contre le froid. Il avait passé les 3 derniers jours à démanteler méthodiquement son propre empire pour isoler sa mère, signant des actes de cession jusqu'aux petites heures du matin. Il était épuisé, ses traits tirés par le manque de sommeil, mais une urgence vitale l'avait poussé à revenir ici. Il ne pouvait pas supporter une journée de plus sans revoir l'endroit où elle respirait. Il s'avança, s'attendant à voir Élodie émerger de derrière une étagère. Mais l'atelier semblait vide. Puis, un léger frottement de papier attira son attention vers le grand comptoir en chêne. Victor s'approcha lentement. Derrière le meuble massif, une petite tête aux boucles brunes dépassait à peine. Léo, les 2 mains appuyées sur son dessin, leva les yeux vers le nouveau venu. Le monde de Victor s'arrêta de tourner. Le silence qui s'abattit sur lui fut absolu, assourdissant. L'air quitta ses poumons d'un seul coup, le laissant paralysé, incapable du moindre mouvement. Il ne s'agissait pas seulement d'un enfant, c'était un miroir. Les yeux qui le fixaient étaient ceux d'Élodie, immenses, sombres et profonds. Mais tout le reste, la forme de la mâchoire, l'arête droite du nez, la courbe volontaire des sourcils, jusqu'à cette façon de pencher légèrement la tête sur le côté, en observant quelqu'un. C'était lui. Victor se voyait lui-même, à 7 ans, figé dans le temps. C'était une ressemblance si violente, si indiscutable, qu'aucune analyse, aucun test n'aurait été nécessaire. La nature hurlait la vérité avec une évidence qui lui broya le cœur. « Bonjour », dit Léo d'une petite voix polie, rompant le silence glacé. « Maman cherche du fil. Elle arrive. » Victor tenta de parler, mais sa gorge était nouée, verrouillée par un étau de larmes refoulées. Ses mains se mirent à trembler si fort qu'il dut les enfouir dans les poches de son manteau. Ses genoux menaçaient de céder sous son poids. « Bonjour », murmura finalement Victor, la voix fêlée, à peine audible. Il fit un pas de plus vers le comptoir. Il avait une envie irrépressible, presque animale, de tendre la main pour toucher les boucles brunes de l'enfant, pour vérifier qu'il n'était pas un mirage né de sa propre culpabilité. Léo le dévisagea avec curiosité. Il posa son crayon rouge. « C'est vous, le monsieur qui a acheté le gros livre la semaine dernière ? Maman a pleuré après. » La phrase innocente de l'enfant frappa Victor avec la force d'un coup de poignard en plein ventre. « Maman a pleuré après. »« Je suis désolé d'avoir fait pleurer ta maman.
réussit à articuler Victor, les yeux brillants d'une humidité qu'il ne pouvait plus contrôler. « C'est un très beau dessin. Qu'est-ce que c'est » Léo, ravi qu'on s'intéresse à son œuvre, fit pivoter la feuille. « C'est un bateau, pour partir très loin quand on est triste. » Victor sentit une larme chaude rouler sur sa joue froide. Un bateau pour partir très loin. Mon Dieu, qu'avait-il fait? Quelle étendue de douleur avait-il semé pour que même cet enfant, la chair de sa chair, grandisse avec l'idée de la fuite ancrée dans son imaginaire? À cet instant précis, un bruit de pas précipité résonna depuis l'arrière-boutique. Élodie émergea de la pénombre de la réserve, une bobine de fil à la main, un sourire commercial aux lèvres. « Excusez-moi pour l'attente, je ne trouvais plus. » Le sourire mourut sur son visage, avant même qu'elle n'ait pu finir sa phrase. Elle vit Victor. Elle vit Léo. Elle vit la distance infime qui les séparait, le regard hypnotisé, dévasté de l'homme fixé sur le petit garçon. La bobine de fil de lin glissa de ses doigts, rebondit sur le parquet avec un bruit mat et roula sous une étagère. Une panique viscérale, aveuglante, s'empara d'Élodie. C'était son pire cauchemar qui prenait vie sous ses yeux dans la lumière crue de l'après-midi. « Léo, » dit-elle, la voix tranchante, dure, une voix qu'elle n'utilisait jamais. « Prends tes affaires et va dans l'arrière-boutique. Tout de suite. » Léo sursauta. Il regarda sa mère, surpris par la sévérité de son ton, puis regarda le monsieur en manteau qui pleurait silencieusement. L'atmosphère s'était chargée d'une tension électrique, terrifiante pour un enfant. « Mais maman, mon dessin !»« J'ai dit tout de suite, Léo. Ferme la porte derrière toi et n'en sors pas avant que je te le dise. » Le petit garçon n'osa pas protester. Il ramassa ses crayons à la hâte, jeta un dernier regard inquiet vers Victor et disparut dans la réserve, fermant la porte avec un petit claquement sec qui résonna dans le silence mortel de la boutique. Élodie et Victor restèrent seuls, séparés par le vieux comptoir en chêne. L'air entre eux était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Élodie respirait difficilement. Sa poitrine se soulevait à un rythme effréné. Elle sentait le sang battre à ses tempes, un mélange de terreur absolue et d'une rage volcanique qu'elle avait étouffée pendant 7 ans et qui menaçait maintenant d'exploser. Victor ne la regardait pas. Ses yeux étaient rivés sur la porte fermée de la réserve, là où son fils venait de disparaître. Quand il tourna finalement la tête vers Élodie, son visage n'était plus qu'une carte de désolation. L'homme puissant d'il y a 7 ans, l'héritier arrogant qui l'avait chassé de chez lui, n'existait plus. Il n'y avait devant elle qu'un être brisé, mis à genoux par la réalité de ses propres actes. « C'est lui », murmura Victor, la voix tremblante, presque suppliante. « C'est lui, l'appel de l'autre soir. » Élodie serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent douloureusement dans ses paumes. « Sors d'ici !» cracha-t-elle à voix basse, ses mots vibrant d'une haine protectrice. « Sors de ma boutique immédiatement, ou j'appelle la police. »« Élodie, je t'en prie !»« Ne prononce pas mon nom !» explosa-t-elle soudain, incapable de contenir le barrage plus longtemps. « Comment oses-tu te pointer ici? Comment oses-tu le regarder? Tu as perdu ce droit il y a 7 ans, Victor. Tu n'as aucun droit sur lui. » Victor s'agrippa au rebord du comptoir, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu étais enceinte » murmura-t-il, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues, sans qu'il ne cherche à les cacher. « Le jour où tu es venu chez moi, le jour où je t'ai mise à la porte. Tu venais me l'annoncer, n'est-ce pas ?» La question flotta dans l'air, lourde de toute l'horreur de la vérité. Il y a des secrets que l'on garde, non pas pour tromper, mais pour survivre. Des vérités que l'on enferme dans des coffres forts, parce que la lumière les rendrait trop douloureuses à porter. Élodie avait porté ce secret comme un bouclier,
et comme une croix. Mais face à la dévastation de l'homme qu'elle avait tant aimé, le coffre-fort venait de voler en éclats. « Oui, » répondit-elle, la voix soudain glaciale, d'un calme mortel qui contrastait avec sa fureur précédente. « Oui, j'étais enceinte. J'avais acheté des petits chaussons. Je les avais mis dans une boîte avec le test. Je suis venu chez toi, le cœur battant, prête à te dire que notre amour avait créé un miracle. Et toi ?» Elle marqua une pause, le souffle court, avalant le poison du souvenir. « Et toi, tu m'as jeté des photos d'un détective privé au visage. Tu m'as traité de voleuse, de traînée, de manipulatrice. Tu n'as même pas eu la décence de m'écouter. Tu m'as regardé avec un dégoût que je n'oublierai jamais jusqu'à mon dernier souffle, et tu m'as dit de sortir de ta vie. Alors, je l'ai fait. Je suis sorti, et j'ai emporté mon miracle avec moi, loin de la pourriture de ton monde. » Victor s'effondra, littéralement. Ses genoux heurtèrent violemment le plancher de l'atelier, et il s'accrocha au comptoir d'une main pour ne pas tomber complètement à terre. Un sanglot rauque, profond, déchirant, s'échappa de sa gorge. C'était le son d'une âme qui se brisait en 1000 morceaux, le cri d'un homme qui réalise qu'il a tué sa propre vie de ses propres mains. « Pardon » sanglota-t-il, le front appuyé contre le bois dur du meuble. « Mon Dieu, Élodie, pardon. Je ne savais pas. Hélène m'a dit que tu... » « Les photos ?»« Hélène !» s'écria Élodie avec un rire amer qui ressemblait à un sanglot. « Ta chère mère. Elle a payé ce détective, Victor. Elle a orchestré chaque mensonge, elle a tordu chaque vérité. L'homme sur la photo, c'était Mathieu, mon ami d'enfance dont la mère avait un cancer. Je lui prêtais mes maigres économies pour l'aider. Et toi, l'homme si brillant, l'homme d'affaires impitoyable, tu as goébé le venin de ta mère comme un petit garçon obéissant. Tu as choisi son argent et son nom plutôt que mon amour. » Chaque mot frappait Victor comme un coup de fouet. Il fermait les yeux, recevant la douleur comme une pénitence méritée. Il ne cherchait pas à se défendre. Il n'y avait aucune défense possible. La réalité de sa lâcheté l'écrasait avec la puissance d'une montagne. « Tu as idée de ce que j'ai traversé ?» continua Élodie, les larmes dévalant enfin son visage, libérant la digue de 7 années de souffrance solitaire. « Tu as idée de ce que c'est, de se retrouver seule, sans argent, enceinte de l'homme qui vient de vous détruire. J'ai fait des ménages le soir pour payer mes échographies. J'ai mangé des pâtes pendant des mois pour pouvoir lui acheter un berceau. Le jour de sa naissance, j'étais seul dans cette putain de chambre d'hôpital. Il n'y avait personne pour me tenir la main quand j'hurlais de douleur. Il n'y avait personne pour couper le cordon. C'est moi qui ai tout fait. Moi !» Elle frappa violemment le comptoir de ses 2 poings, faisant sursauter les vieux livres. « Et lui ?» Sa voix se brisa, s'adoucissant soudainement à l'évocation de son fils. Il a grandi en me demandant pourquoi il n'avait pas de papa. Il a passé des nuits à pleurer, parce qu'à la fête de l'école, il était le seul. Et chaque jour, je devais le regarder dans les yeux et lui mentir. En voyant ton visage, tes expressions se dessinaient sur lui. Tu es resté en moi, Victor. Tu m'as pourri la vie même en n'étant plus là. Et aujourd'hui, tu crois que tes larmes vont effacer tout ça ? » Victor leva lentement la tête. Son visage était ravagé, couvert de larmes, ses yeux gris noyés de désespoir. « Non, » murmura-t-il, la voix brisée. « Mes larmes n'effaceront rien. Rien de ce que j'ai fait n'est pardonnable. Je suis un monstre d'avoir douté de toi. Je suis un lâche de ne pas t'avoir protégé de ma propre famille. Si tu veux que je sorte d'ici et que je me jette dans la Seine, je le ferai, Élodie. Je le ferai sans hésiter. » Il se redressa péniblement, s'appuyant lourdement sur ses jambes tremblantes. Il regarda Élodie, cette femme immense, magnifique dans sa colère,
cette louve qui avait élevé leur enfant avec une dignité que lui, avec tous ses millions, ne posséderait jamais. « Je ne te demande pas de m'aimer à nouveau, » continua-t-il, chaque mot lui coûtant un effort surhumain. « Je ne te demande même pas de me pardonner un jour. J'ai perdu ce droit. » Mais lui, il regarda vers la porte de la réserve. Il a le droit de savoir qu'il n'a pas été abandonné par désamour. Il a le droit de savoir que son père ne l'a pas rejeté, qu'il ne savait simplement pas qu'il existait. C'est la seule chose que je te demande, Élodie. Ne le laisse pas grandir avec le sentiment qu'il ne valait pas la peine que je reste. Laisse-moi assumer l'horreur de mes actes devant lui quand il sera prêt, mais laisse-moi être, même de loin, l'homme qui veillera à ce qu'il ne manque jamais de rien. Élodie l'observa, le souffle court. Elle s'attendait à des avocats, à des menaces de garde partagées, à l'arrogance de l'argent. Elle ne s'attendait pas à cette reddition totale, à cette mise à nu absolue. Il lui donnait le pouvoir absolu. Il se remettait entièrement entre ses mains. « Va-t'en, » dit-elle, épuisée, vidée de toute son énergie. « S'il te plaît, Victor, va-t'en pour aujourd'hui. Je n'en peux plus. » Victor hocha lentement la tête. Il comprenait. Il avait largué une bombe sur le fragile abri qu'elle s'était construit. Il devait la laisser respirer. « Je pars, » murmura-t-il. « Mais sache une chose, Élodie. Je ne suis plus l'homme qui obéissait à Hélène Laurent. Cet homme-là est mort il y a 7 ans, en même temps qu'elle a détruit notre vie. Je vais réparer ce que je peux réparer, même si cela ne te concerne pas directement. » Il se détourna lentement et marcha vers la porte de la boutique. Il sortit sans un mot de plus, refermant doucement derrière lui. Dès qu'il fut dehors, le froid cinglant de l'air lui frappa le visage, séchant les larmes sur ses joues, mais ne parvenant pas à éteindre l'incendie qui ravageait sa poitrine. Il marcha quelques mètres sur le trottoir, aveugle aux passants, puis s'arrêta brusquement, s'appuyant contre le mur en pierre froide d'un immeuble haussmannien. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone. Ses doigts ne tremblaient plus. La culpabilité et le désespoir venaient de se muer en une résolution d'une froideur glaciale, meurtrière. Il composa le numéro privé de sa mère. Hélène décrocha à la 2e sonnerie, sa voix élégante et précieuse résonnant dans l'écouteur. « Victor, mon chéri, ton avocat me harcèle avec des absurdités de cession de parts depuis 3 jours. Tu devrais vraiment le renvoyer. Il semble avoir perdu la raison. » Victor ferma les yeux. Le son de cette voix, qui avait bercé son enfance et empoisonné sa vie d'adulte, lui donna la nausée. « Ce n'est pas lui qui a perdu la raison, mère, » dit Victor d'une voix calme, si effroyablement calme qu'elle dut provoquer un frisson à l'autre bout de la ligne. « C'est moi, ou plutôt, je viens de la retrouver. »« Victor, de quoi parles-tu ? Ton ton me déplaît souverainement. »« Je l'ai retrouvée, Hélène, » la coupa-t-il, tranchant l'air de la rue de sa voix métallique. « J'ai retrouvé Élodie. » Il y eut un silence lourd et pesant à l'autre bout de la ligne, un léger bruit de respiration, la surprise étouffée d'une manipulatrice démasquée. « Et alors ?» reprit Hélène avec une tentative de détachement condescendant. « As-tu découvert qu'elle t'avait volé autre chose avant de partir avec son amant de pacotille ? » ?»« Elle ne m'a rien volé. C'est vous qui m'avez tout pris, » cracha Victor, la colère noire remontant finalement à la surface. Les photos de son amant, c'était son ami d'enfance. Les dettes, c'était pour aider une femme atteinte d'un cancer. Vous le saviez. Le détective vous avait donné le vrai rapport, n'est-ce pas ? Mais vous l'avez payé pour me fournir des mensonges, pour salir la seule femme de valeur qui ait jamais croisé ma route. « Victor, cesse d'être ridicule, » s'emporta Hélène, perdant son sang-froid. « Je t'ai protégé. C'était une chasseuse de dot, une petite parvenue qui cherchait à infiltrer notre famille. Je t'ai sauvé de la ruine sociale. »« Vous m'avez sauvé »
hurla presque Victor dans la rue, faisant sursauter un passant. « Vous m'avez détruit. Et le pire, mère, le crime impardonnable de votre vie pitoyable et vide, c'est que le jour où vous m'avez forcé à la jeter dehors, elle portait mon enfant. » Un halètement de choc véritable résonna dans le combiné. Pour la première fois de sa vie, Hélène Laurent était réduite au silence. « Oui, mère, » continua Victor d'une voix vibrante de haine. « J'ai un fils. Il a 7 ans. Il s'appelle Léo. Il a mes yeux, mon visage, et il vit dans la misère parce que vous avez manipulé mon esprit pour me faire douter de la mère de mon enfant. » « Victor, » murmura Hélène, la voix vacillante. « Un enfant? Ce n'est pas possible. Je ne savais pas. »« Taisez-vous » claqua Victor, la condamnant définitivement. « Je ne veux plus jamais entendre le son de votre voix. Maître Delcourt a finalisé les papiers de la scission du groupe. Je vous laisse vos hôtels et vos illusions de grandeur. Je garde le reste et je vous raye de ma vie. »« Tu ne peux pas faire ça » glapit Hélène, la panique prenant le dessus. « Je suis ta mère. C'est un héritage familial. »« Vous n'êtes rien pour moi » lâcha Victor avec une froideur absolue, celle du bourreau abaissant la lame. « Vous ne vous approcherez jamais d'Élodie. Vous ne chercherez jamais à voir ce petit garçon. Si vous tentez quoi que ce soit, si j'apprends que vous avez même prononcé leur nom, je détruis ce qui vous reste de réputation et je vous traîne en justice pour fraude financière. C'est fini, Hélène. Vous m'avez perdu le jour où vous m'avez menti. Aujourd'hui, je ne fais qu'acter votre décès. » Il raccrocha avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot. Il bloqua le numéro. Il effaça le contact. Il resta appuyé contre le mur de pierre, respirant l'air glacé de Paris à plein poumon. Le monstre était décapité. L'ombre toxique qui planait sur sa vie venait d'être anéantie par sa propre volonté. La justice émotionnelle, voyez-vous, n'est pas toujours une affaire de tribunaux ou de pardons immédiats. Parfois, elle commence par un acte chirurgical. Couper les branches pourries de son propre arbre généalogique. Victor venait de se amputer de son passé pour espérer, peut-être, sauver son avenir. Il savait que le chemin vers Élodie serait parsemé de vers brisés. Il savait que regagner la confiance d'une femme à qui on a infligé la pire des trahisons prendrait des années, peut-être l'éternité. Mais alors qu'il marchait vers sa voiture, seul sous le ciel qui s'assombrissait, Victor Laurent ressentit une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis 7 ans. Une infime, une minuscule, mais brûlante étincelle d'espoir. Le combat pour sa rédemption venait de commencer. Dans l'atelier, Élodie avait finalement rouvert la porte de la réserve. Elle avait trouvé Léo, assis sur un carton, son dessin froissé entre ses mains, le visage inquiet. Elle s'était effondrée à genoux devant lui, le serrant contre sa poitrine avec une force désespérée, enfouissant son visage en larmes dans le cou de son petit garçon. « Je t'aime, mon amour », murmurait-elle en berçant l'enfant qui lui caressait maladroitement les cheveux. « Je t'aime tellement. Personne ne nous séparera jamais. » Léo ne comprenait pas tout, mais il sentait le chagrin lourd qui pesait sur les épaules de sa mère. Il posa sa petite main sur la joue humide d'Élodie et, avec une douceur qui lui brisa une nouvelle fois le cœur, il demanda « Maman, est-ce que le monsieur qui pleurait, c'était le monsieur de la montre ?» La vérité venait d'entrer dans leur vie, brisant les portes qu'Élodie avait gardées closes si longtemps. La grande révélation n'était plus un secret chuchoté dans la nuit. Elle était là, au milieu de l'atelier, éclatante, douloureuse, mais irréversiblement vraie. Leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Les jours qui suivirent cette confrontation dévastatrice furent marqués par un silence d'une intensité vertigineuse. Élodie s'attendait à un siège. Elle s'était préparée à voir débarquer des avocats en costume gris, brandissant des requêtes de paternité et des menaces voilées. Elle avait passé ses nuits à élaborer des stratégies de défense, le corps tendu à se rompre,
prête à se battre comme une lionne pour conserver l'exclusivité du monde de son fils. Mais personne ne vint. L'atelier de reliure retrouva sa quiétude habituelle, bercé par le seul tic-tac de la vieille horloge comtoise et le froissement délicat du papier japon. Le mercredi suivant, alors que la lumière de novembre déclinait doucement sur les toits de Paris, le facteur glissa une simple enveloppe crème sous la porte de la boutique. Il n'y avait pas d'en-tête de cabinet d'avocat, ni de sceau d'entreprise. Juste le prénom d'Élodie, tracé d'une écriture masculine, penchée et familière, qui lui noua instantanément l'estomac. Elle attendit que Léo soit plongé dans ses devoirs à l'étage pour ouvrir la lettre. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle déchira le papier épais. À l'intérieur, une unique page couverte d'encre noire. « Élodie, je sais que ma présence est une violence que tu ne mérites pas de subir. Je t'ai promis de ne pas forcer les portes de ton sanctuaire, et je tiendrai cette promesse. Je t'écris simplement pour que tu n'aies plus peur. J'ai coupé tous les ponts avec ma mère et avec la holding familiale. Les personnes qui t'ont fait du mal, qui nous ont fait du mal, n'ont plus aucun accès à ma vie, et n'en auront jamais à la vôtre. Je me suis dépossédé de cet empire toxique. Je ne te demande rien. Pas même un regard. Je veux juste que tu saches que je suis là, à quelques rues, dans un petit appartement. Si un jour, dans un mois ou dans 10 ans, Léo pose des questions, dis-lui simplement que son père n'est pas mort, qu'il ne l'a pas fui, et qu'il attendra toute sa vie s'il le faut pour avoir le privilège de connaître la couleur préférée de son fils. Prends soin de vous. Victor. Élodie relut la lettre 3 fois. Les mots se brouillèrent sous un voile de larmes silencieuses. Il s'était amputé de son empire. L'homme qui, autrefois, respirait pour le pouvoir et le statut, avait tout abandonné pour tracer une ligne de protection autour d'une petite boutique de reliure. C'était un acte d'une humilité si radicale qu'il fissura la première brique de l'immense muraille qu'Élodie avait érigée autour de son cœur. Le pardon, voyez-vous, n'est jamais un événement soudain. Ce n'est pas un interrupteur que l'on bascule dans l'obscurité pour ramener la lumière. C'est un processus lent, atrocement douloureux, qui ressemble au dégel d'un lac en plein hiver. La glace craque d'abord de manière imperceptible. On a peur de marcher dessus. On craint que l'eau glaciale ne nous engloutisse à nouveau. On résiste. On s'accroche à la colère parce qu'elle nous a tenus au chaud pendant si longtemps, parce qu'elle était notre seule armure contre l'anéantissement. Mais face à une douceur constante, même la glace la plus épaisse finit par céder. Les semaines passèrent, et l'hiver s'installa sur la capitale. Victor tint parole. Il n'entra plus dans la boutique, mais il devint une ombre protectrice, discrète et infiniment patiente. Élodie commença à remarquer de minuscules détails. Le lampadaire défectueux devant sa vitrine, qui laissait la rue dans le noir depuis des années, fut soudainement réparé par les services de la ville un mardi matin. Le propriétaire de l'immeuble, d'ordinaire si pressant pour le loyer, lui envoya un courrier poli lui annonçant qu'un donateur anonyme du quartier avait réglé les charges de l'année pour tous les commerçants de la rue, au nom du soutien à l'artisanat local. Elle savait que c'était lui. Il n'essayait pas d'acheter sa conscience avec des chèques à plusieurs zéros. Il utilisait ses ressources pour lisser les angles de son quotidien, invisiblement, sans jamais réclamer de remerciements. La véritable bascule eut lieu un dimanche de décembre, sec et glacial. Élodie avait emmené Léo au jardin du Luxembourg pour faire voguer son petit bateau en bois sur le grand bassin. Les doigts rougis par le froid, l'enfant s'escrimait avec une longue baguette pour pousser son navire, mais le mât, fragilisé par le temps, venait de se briser net, plongeant la petite voile blanche dans l'eau trouble. Léo resta figé au bord de l'eau, les yeux remplis de larmes, tenant le mât brisé dans sa petite main gantée. Élodie s'apprêtait à courir vers lui pour le consoler, lorsqu'une silhouette se détacha de l'allée bordée de marronniers dénudés.
Victor portait un manteau sombre, un foulard en laine noué autour du cou. Il n'avait pas l'air d'un milliardaire arrogant, mais d'un homme ordinaire, marchant seul dans le froid. Il s'arrêta à quelques mètres de Léo. Élodie retint son souffle, le cœur battant à tout rompre. Son instinct de mère lui hurlait d'intervenir, mais une voix plus profonde, plus sage, la cloua sur place. Elle regarda Victor s'accroupir lentement dans les graviers poussiéreux, ruinant probablement un pantalon hors de prix, pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Il a eu un accident grave, ton navire », murmura Victor d'une voix douce, suffisamment forte pour qu'Élodie l'entende, portée par le vent d'hiver. Léo renifla, frottant son nez avec la manche de son manteau. Il reconnut l'homme de la boutique, celui qui avait pleuré. « Le mât est cassé, » répondit Léo d'une petite voix triste. « Il ne peut plus partir très loin. » Victor regarda le morceau de bois dans la main de l'enfant, puis le bateau qui flottait tristement sur le côté. Il ne fit aucun geste brusque. Il plongea la main dans la grande poche de son manteau et en sortit, à la stupeur d'Élodie, un petit canif suisse et un tube de colle forte. Comme s'il avait anticipé cette rencontre, comme s'il s'était préparé à réparer tout ce qui pouvait l'être. « Tu sais, » dit Victor en souriant doucement, les yeux fixés sur le visage de son fils qu'il regardait vraiment de près pour la première fois. Les bateaux cassés font parfois les meilleurs navires de guerre, une fois qu'on a pris le temps de les réparer. Ça les rend uniques. Tu me permets d'essayer de t'aider ? Léo hésita un instant, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers sa mère, restée en retrait. Élodie, la gorge serrée par une émotion qu'elle ne parvenait plus à endiguer, hocha très lentement la tête. Le petit garçon tendit le mât à Victor. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Élodie assista à une scène qu'elle avait crue morte et enterrée dans le cimetière de ses illusions perdues. Le grand homme aux épaules larges et le petit garçon aux boucles brunes, penchés côte à côte au bord de l'eau. Victor taillait le bois avec une précision infinie, expliquant chaque geste à Léo, qui l'écoutait avec une fascination silencieuse. « Pourquoi vous avez toujours l'air un peu triste, monsieur ?» demanda soudain Léo, avec cette franchise foudroyante dont seuls les enfants de 7 ans sont capables. La main de Victor s'immobilisa. Il baissa les yeux vers les graviers, déglutissant difficilement. Il prit une longue inspiration avant de planter son regard gris dans les immenses yeux sombres de son fils. « Parce que j'ai perdu beaucoup de temps, bonhomme, » répondit Victor, la voix vibrante d'une sincérité brute. « J'ai fait une grosse bêtise, il y a très longtemps. J'ai perdu les personnes qui comptaient le plus au monde. Et maintenant, j'essaie d'apprendre à être quelqu'un de bien, pour qu'elle n'ait plus peur de moi. » Léo observa le visage de Victor avec attention, semblant peser chaque mot. « Maman dit que quand on fait une bêtise, il faut réparer, » dit l'enfant avec sérieux, comme pour le bateau. Un sourire chancelant, mêlé de larmes retenues, éclaira le visage fatigué de Victor. « Ta maman est la personne la plus intelligente que je connaisse, » murmura-t-il. Lorsque le bateau fut réparé et remis à l'eau, victorieux et droit, Victor se releva. Il ne chercha pas à s'imposer. Il adressa un petit signe de main à Léo, un regard d'une gratitude infinie et silencieuse à Élodie, et tourna les talons pour s'éloigner dans l'allée. Il repartait dans sa solitude, respectant l'espace qu'elle lui avait imposé. Mais ce jour-là, la glace s'était définitivement brisée. Élodie avait vu les grandes mains maladroites de l'homme qu'elle avait aimé frôler, avec une délicatesse inouïe, les petits doigts rougis de son fils. Elle avait vu un père naître sur les graviers du jardin du Luxembourg. Leur apprivoisement se fit au rythme des saisons. Au printemps, Victor commença à s'arrêter devant la boutique le matin, juste le temps de déposer 2 cafés fumants et un chocolat chaud sur le rebord de la fenêtre avant de disparaître. Il n'essayait pas d'entrer. Il prouvait sa présence, sa fiabilité. Léo commença à guetter son passage.
Il est passé, le monsieur du bateau !» criait-il depuis la vitrine. Puis vint le jour où une canalisation explosa dans la cave de l'atelier, inondant une partie des archives. Élodie, paniquée à l'idée de perdre des mois de travail, tentait vainement d'écoper l'eau noirâtre avec des seaux de fortune. Victor, qui passait dans la rue, vit son désarroi à travers la vitrine. Il ne demanda pas la permission. Il entra, enleva son manteau, releva les manches de sa chemise blanche et descendit dans la cave inondée. Pendant 4 heures, dans l'odeur d'humidité et de vase, l'ancien magnate de l'immobilier, l'homme qui dînait avec des ministres, écopa l'eau sale aux côtés d'Élodie, transportant les cartons lourds et trempés, le visage couvert de suie et de transpiration. Lorsqu'ils eurent enfin terminé, épuisés, assis sur les marches de l'escalier en pierre, le souffle court, Élodie le regarda. Sa chemise était ruinée, ses mains couvertes de boue. Il l'observait aussi, et dans la pénombre de la cave, leurs regards se croisèrent avec une intensité insoutenable. Il n'y avait plus d'héritiers arrogants, plus de détectives privés, plus de manipulations toxiques. Il n'y avait qu'un homme et une femme, épuisés, dénudés de leurs artifices, partageant le même air chargé de poussière. Victor leva une main tremblante. Ses doigts effleurèrent doucement la joue d'Élodie, essuyant une tache de boue près de ses lèvres. Son toucher était si délicat qu'il en était bouleversant. « Je suis tellement fatiguée de te détester, Victor », murmura-t-elle, la voix brisée, laissant enfin tomber la lourde armure qu'elle portait depuis 7 ans. « C'est trop lourd. Ça prend toute la place. »« Alors arrête !» chuchota-t-il, les larmes aux yeux, approchant son front du sien. « Laisse-moi porter le poids maintenant. Laisse-moi te prouver que tu peux fermer les yeux et te reposer. Je suis là. Je ne m'enfuirai plus jamais. Je resterai jusqu'à mon dernier souffle, Élodie. » Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis cette nuit de pluie lointaine, elle laissa sa tête basculer contre l'épaule de Victor. Il passa ses bras autour d'elle, l'enveloppant, l'enserrant avec une force protectrice qui répara, en l'espace d'une seconde, des milliers d'heures d'angoisse solitaire. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus celui de la terreur ou des non-dits. C'était le silence de la paix retrouvée. Le fracas de la bataille s'éteignait enfin. La vérité avait éclaté, et elle n'avait pas détruit leur monde. Elle l'avait purgé de ses poisons. Quelques jours plus tard, dans le calme du petit appartement au-dessus de l'atelier, Victor s'assit sur le bord du lit de Léo. Élodie se tenait dans l'encadrement de la porte, le cœur rempli d'une émotion si vaste qu'elle menaçait de la submerger. Victor regarda le petit garçon qui serrait son ours en peluche. Ses mains de père tremblaient alors qu'il prenait la petite main de Léo dans la sienne. « Léo » commença-t-il d'une voix rauque, chargée de toute la tendresse du monde. « Tu m'as demandé un jour pourquoi j'étais triste. Je t'ai dit que j'avais perdu quelqu'un de très important. » Léo hocha la tête de haut en bas, ses grands yeux clairs fixés sur l'homme. « Ce quelqu'un » continua Victor, une larme unique glissant sur sa joue. « C'était toi. Je ne savais pas que tu existais, mon grand. Si je l'avais su, j'aurais traversé des océans entiers. J'aurais renversé des montagnes pour être avec toi et ta maman, dès ton premier jour. Je suis ton papa, Léo, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être le papa que tu mérites. » L'enfant le regarda longuement. Dans son petit esprit pur et logique, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Le regard de sa mère, les larmes de cet homme, la réparation du bateau. Il n'y eut ni cri, ni choc dramatique, juste l'acceptation simple et merveilleuse de l'enfance. Léo lâcha son ours en peluche, se dressa sur ses genoux et passa ses petits bras autour du cou de Victor. « Ça va, papa ?» murmura l'enfant dans son oreille. « Le bateau est réparé maintenant. On peut partir ensemble. » Victor s'effondra en larmes, enfouissant son visage dans le cou de son fils,
serrant ce petit corps contre lui comme on s'accroche à la vie elle-même. Dans l'encadrement de la porte, Élodie pleurait silencieusement, un sourire radieux illuminant enfin son visage. La boucle était bouclée. Les fantômes du passé étaient définitivement vaincus par la force indomptable de l'amour, de la vérité et du pardon. Le temps, cet architecte invisible de nos vies, finit toujours par sculpter des chefs-d'œuvre à partir de nos ruines, pour peu qu'on lui laisse la matière première de l'honnêteté. Un an plus tard,